La dame d'honneur perdue de Versailles, le dernier secret de la reine. 16 octobre 1793, Paris. Aux premières heures du matin, l'horloge n'avait pas encore sonné 11 heures. Sur la place de la Révolution, le métal froid de la lame de cette guillotine terrifiante, et dont la simple vue pouvait presque faire s'évanouir les gens, brillait de manière sinistre dans le soleil pâle du matin, et exactement 30 000 personnes, peut-être plus, avaient rempli la place à craquer pour assister aux derniers instants, au dernier souffle de la reine de France, Marie-Antoinette. Sur les toits, aux fenêtres, dans les rues, partout, il y avait des gens. Des cris, des insultes, des slogans haineux, des jurons flottaient dans l'air, transformant la place en un déchaînement de folie. « Madame Déficit !»« Celle qui a volé l'argent du peuple !» hurlait-il avec fureur. « L'Autrichienne, putain, traîtresse !» jurait-il. L'ancienne reine de 38 ans, autrefois la plus belle, la plus élégante femme d'Europe, maintenant avec ses cheveux devenus blancs comme neige en une seule nuit, cette terrible nuit dans la prison de la Conciergerie, vêtue d'une simple robe de coton blanc presque ordinaire, les mains fermement liées dans le dos, sur la charrette en bois, passant à travers les insultes, les crachats, les pierres de la foule, gardait la tête haute, très haute. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une profonde tristesse et une acceptation. Mais il y avait quelque chose que les livres d'histoire n'ont jamais écrit, qui n'a pas été enregistré dans les archives officielles, qui a été oublié. Alors que la reine descendait de la charrette, faisait ses derniers pas, montait sur l'échafaud, dans cette foule, il y avait une femme, jeune, dans la mi-vingtaine, vêtue simplement, le visage couvert d'un châle, les yeux remplis de larmes. C'était cette femme mystérieuse qui avait secrètement serré la main de la reine, pendant une seconde, juste une seconde, et lui avait murmuré quelque chose. Cette dame d'honneur, cette servante fidèle, qui ne s'était jamais séparée de Marie-Antoinette pendant ses derniers jours à Versailles, mais qui avait caché son identité pour échapper aux yeux de la Révolution, cette personne que l'histoire a complètement oubliée, mais que Marie-Antoinette n'a jamais oubliée. Son nom avait été effacé des documents, son visage soigneusement gratté des tableaux du palais, son existence complètement niée des archives officielles, car la Révolution marquait comme traîtres ceux qui restaient fidèles à la famille royale. Elle aussi avait été condamnée à mort, mais elle s'était enfuie, s'était cachée et avait pris tous les risques pour voir le dernier moment de sa reine. Jusqu'à exactement 233 ans plus tard, ce matin ensoleillé de septembre 2026. Visitant le château de Versailles, semblant ne pas différer d'un touriste ordinaire, Amélie Rousseau, 22 ans, étudiant l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne, visitait le château avec ses amis ce matin ensoleillé de septembre. C'était sa première fois à Versailles. Elle était excitée. Elle avait vu les chambres royales, les jardins, les fontaines. Et finalement, ils étaient arrivés au lieu le plus célèbre, le plus magnifique, la Galerie des Glaces. 73 mètres de long, composé de 357 miroirs, l'un des salons les plus magnifiques de l'histoire. Amélie regardait autour d'elle avec admiration, prenait des photos, parlait avec ses amis. Mais ensuite, un instant, elle s'arrêta au milieu du salon. Les lumières réfléchies par des centaines de morceaux de miroirs semblaient se concentrer sur elle. Sa tête commença à tourner. « Quelque chose m'arrive », murmura-t-elle. Son amie Sophie demanda « Amélie, ça va ?» Mais Amélie ne put répondre. Ses yeux se brouillèrent, ses genoux lâchèrent, et soudain, avec un gémissement doux, elle s'effondra au sol. Les personnes autour commencèrent à se précipiter dans la panique. Les touristes regardaient avec stupéfaction. Un groupe l'entoura. Les agents de sécurité arrivèrent immédiatement. L'un appela une ambulance, l'autre vérifia le pouls d'Amélie. « Elle a un pouls, elle respire, elle s'est évanouie », dit-il. Quelques secondes plus tard, Amélie ouvrit lentement les yeux. Mais ses yeux n'étaient plus ceux d'Amélie. Le regard calme, curieux et moderne d'avant n'était plus là. À la place, il y avait une peur profonde, de la panique, mais en même temps un sentiment très familier, très lointain.
Elle regarda autour d'elle avec étonnement, était à bout de souffle, s'appuyait au sol avec ses mains, essayait de se lever. Et les premiers mots qui sortirent de sa bouche glacèrent tout le salon. « Où est-elle? Où est ma reine? Mon Dieu, ils l'ont prise! Non, non, je dois la voir !» Elle parlait en vieux français, dans ce dialecte extrêmement pompeux, aristocratique, de cour du XVIIIe siècle, à voix haute, désespérément. « Où est ma reine? Dieu, ils l'ont prise! Non, non, je dois la voir !» Le chef de la sécurité Pierre Moreau, un homme expérimenté travaillant à Versailles depuis 25 ans, regardait la jeune fille avec stupéfaction. Même ceux qui parlaient français moderne avaient du mal à comprendre ce dialecte antique. Les amis d'Amélie étaient pétrifiés. « Amélie, que dis-tu? Nous ne te comprenons pas !» dit Sophie. Amélie, assise par terre, les mains couvrant son visage, sanglotait. « J'étais là. Le matin était très froid. Ils ont coupé les cheveux de ma reine de manière cruelle et négligente. Ces magnifiques cheveux, blancs comme neige. C'était arrivé en une seule nuit en prison, et ils l'ont mise dans la charrette. Je ne pouvais regarder que de loin. Je ne pouvais pas m'approcher d'elle. Les révolutionnaires m'ont éloigné. » Le chef de la sécurité, Pierre Moreau, ne comprenait pas la situation. « Mademoiselle, calmez-vous. Qui pensez-vous être ?» Amélie leva les yeux, regarda avec des yeux pleins de larmes. « Je suis Marguerite de Valois, l'une des dames d'honneur les plus importantes et anciennes de la reine, et aussi sa servante la plus fidèle. J'étais avec Marie-Antoinette dans ces derniers instants. » Tout le monde se figea. Marguerite de Valois, ce nom n'apparaissait presque jamais dans l'histoire. Il n'était mentionné brièvement que dans quelques documents d'archives spéciaux, dans la liste des servantes de Marie-Antoinette. Mais il n'y avait pas de détails, pas de portrait, aucune information. Amélie fut emmenée à l'hôpital. Les médecins aux urgences l'examinèrent. Physiquement, elle n'avait aucun problème. Pouls normale, tension normale, scanner cérébral normal. Mais son état psychologique était préoccupant. La psychiatre, Dr Isabelle Laurent, fut appelée. Dr Laurent essaya de parler avec Amélie, mais la jeune fille semblait toujours être dans un autre monde. Elle parlait continuellement en vieux français, répétant les mots « marraine »,« Versailles »,« exécution »,« guillotine ». Dr Laurent dit « Cela pourrait être un trouble dissociatif de l'identité ou un stress traumatique sévère, peut-être un syndrome de suridentification avec des personnages historiques. » Mais aucune de ces définitions que le médecin avait données n'expliquait vraiment la situation. Ce soir-là, à l'hôpital, avec sa famille à ses côtés, Amélie put se calmer un peu. Elle revint au français moderne, mais était toujours confuse. Sa mère, Claire, tenant sa main, demanda « Amélie, ma chérie, qui es-tu? Tu nous reconnais ?» Amélie regarda avec des larmes. « Maman, je suis à la fois Amélie et quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait deux personnes en moi. L'une est moi, l'autre, Marguerite. Et les souvenirs de Marguerite sont si forts, si clairs. J'étais là, maman, en 1793, ce terrible matin. 16 octobre 1793, tôt le matin. Ma reine avait été sortie de la prison de la conciergerie d'une manière ou d'une autre. Une simple charrette, comme une criminelle ordinaire du peuple. Ses cheveux avaient été coupés, ses mains étaient liées. J'étais dans la foule, j'essayais de ne pas être vu. Les révolutionnaires me cherchaient aussi. J'étais aussi considérée comme une traîtresse. Mais je devais absolument revoir ma reine, une dernière fois. Quand la charrette arriva sur la place de la Révolution, la foule était comme folle. Ils criaient, crachaient, jetaient des pierres. Ma reine marcha vers la guillotine sans rien dire, la tête haute. J'ai réussi à distraire le garde. Une seconde, juste une seconde, j'ai pu m'approcher d'elle. J'ai tenu sa main. Elle m'a regardé. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux, mais elle a dit quelque chose. « Marguerite, je te confie. N'oublie pas, » dit-elle. La mère d'Amélie, Claire, demanda d'une voix tremblante. « Que t'a-t-elle confié ?» Amélie prit une profonde respiration. Un médaillon en argent. Il porte le sceau royal. Il contient une petite image et une lettre. Ma reine m'a glissé cette image et cette lettre importante dans la main quelques secondes avant de monter sur la guillotine. « Garde cela, un jour la vérité émergera », dit-elle. Claire dit « Mais tu es Amélie, tu vis en 2026, c'est un rêve !» Amélie ferma les yeux. Je ne sais plus, mais ce médaillon est réel.
je l'ai cachée. Dans le jardin du château de Versailles, il y a une statue, le Temple de l'amour, le Temple de l'amour. L'endroit préféré de Marie-Antoinette. Juste sous la statue, entre les racines du côté droit, à environ 50 cm de profondeur, je l'ai enterré dans le sol, dans une boîte en métal, pour que personne ne le trouve. Ces mots surprirent la famille d'Amélie et les médecins à l'hôpital. Mais le vrai choc se produisit lorsque cette histoire fut relayée dans les médias. Les autorités du château de Versailles confirmèrent que l'endroit décrit par Amélie existait vraiment, que la statue du Temple de l'amour datait de l'époque de Marie-Antoinette. Mais pour une raison quelconque, aucune trace de fouille n'avait jamais été trouvée dans cette zone et ce terrain. Les historiens et archéologues débattirent pour savoir si cette affirmation devait être prise au sérieux. Certains dirent « c'est absurde, l'imagination d'une jeune fille ». Mais d'autres dirent « et si c'était vrai ? Et si grâce à cette situation, nous trouvions un fragment perdu de l'histoire ?» Finalement, la pression médiatique et l'intérêt du public augmentèrent tellement que la direction du château de Versailles accorda une autorisation de fouille limitée. Le 15 octobre 2026, exactement 233 ans plus tard, presque à la même date, grâce à l'insistance d'Amélie, au soutien de sa famille et à l'intérêt médiatique croissant, la direction du château de Versailles avait finalement accordé l'autorisation de fouille grâce aux informations obtenues d'une manière ou d'une autre. Une autorisation spéciale fut obtenue du ministère français de la Culture. L'équipe d'archéologie, les professeurs d'histoire, les experts de Versailles, les médias, les caméras, tous se rassemblèrent autour du Temple de l'amour. Amélie était là, se déplaçant en fauteuil roulant, mais elle était vraiment très déterminée. Dans sa main, elle avait une carte qu'elle avait dessinée, des souvenirs de Marguerite. « Juste là », dit-elle, en montrant de sa main tremblante. Le côté droit de la statue, juste à côté des racines du grand chêne, sous la pierre. Cette situation est à environ 50 cm de profondeur. Une boîte en métal. Elle ne sera pas de couleur argentée, mais bronze, parce qu'elle s'est oxydée avec le temps. L'archéologue en chef, Dr Jean-Pierre Fontaine, écouta avec scepticisme, mais attention. « D'accord, nous commençons, mais s'il vous plaît que tout le monde reste calme, c'est un site historique. » La pioche frappa le sol pour la première fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. La terre fut creusée lentement, soigneusement. 20 cm, 30 cm, 40 cm, et à 48 cm, la pioche heurta un son métallique. « Il y a quelque chose !» cria l'archéologue. Tout le monde retint son souffle avec excitation. Les mains tremblaient, les cœurs battaient rapidement. Et puis, de la terre, lentement, de couleur bronze, oxydée, mais toujours solide, une boîte en métal fut extraite. Dessus, gravées et toujours lisibles, des lettres « M.A. pour l'éternité, 1793 ». Quand Amélie vit cette boîte, elle essayait de se lever de son fauteuil, et ses genoux ne la tenaient pas, mais elle se leva. Elle tituba en avant et pleurait. C'est ça, l'héritage de ma reine. Nous l'avons enfin trouvé. Enfin. La boîte fut emmenée au laboratoire de restauration du musée du Louvre. Les experts firent d'abord des radiographies, examinèrent l'âge du métal, sa structure, son niveau d'oxydation. Résultat, alliage de bronze du XVIIIe siècle parfaitement adapté à son époque. Ensuite, avec des gants et des outils spéciaux, soigneusement, sous enregistrement de caméra, la boîte fut ouverte. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu de soie, toujours doux et préservé, se trouvait un médaillon en argent. Son diamètre était d'environ 5 cm, travaillé à la main, portant les armoiries royales françaises, le sceau personnel de Marie-Antoinette, M.A., et autour se trouvaient de petits diamants et rubis. Lorsque le médaillon fut ouvert, il y avait 2 choses à l'intérieur, un petit portrait miniature et une lettre pliée. Le portrait représentait Marie-Antoinette et ses 3 enfants, Marie-Thérèse Charlotte, Louis-Joseph, Louis-Charles et Sophie. La signature du peintre, Vigée Lebrun, 1787. La lettre, d'une écriture tremblante, l'encre fanée mais lisible, en vieux français, était écrite de la propre main de Marie-Antoinette. Les experts ne purent retenir leurs larmes en lisant la lettre.
Si vous lisez cette lettre, je ne suis plus. Mais sachez, s'il vous plaît, que j'étais seulement une mère et seulement une femme. Ils m'ont représenté comme un monstre, mais j'ai seulement aimé mes enfants, j'ai aimé mon pays. Marguerite, fidèle Marguerite, je te confie. Raconte cette vérité au monde. Des tests ADN furent effectués. Les mèches de cheveux dans le médaillon furent comparées au reste de Marie-Antoinette dans sa tombe. Résultat, correspondance de 99,8%. C'était vraiment le médaillon personnel de Marie-Antoinette. Le professeur Henri Dubois, expert de Versailles, déclara « C'est l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la Révolution française. » Mais la vraie question est, comment Amélie Rousseau, une jeune fille ordinaire sans formation historique, connaissait-elle l'emplacement de ce médaillon? Il n'y a presque aucune information sur Marguerite de Valois dans l'histoire. Qu'Amélie sache ces choses, qu'elle raconte les derniers moments de Marguerite avec tant de détails, Cette dame d'honneur a-t-elle vraiment, d'une manière ou d'une autre, retrouvé vie dans cette jeune fille? Aujourd'hui, Amélie est devenue une jeune dame de 23 ans. Depuis ce jour, les souvenirs de Marguerite se sont progressivement estompés. Mais parfois, surtout quand elle visite Versailles, elle ressent toujours « Ma reine me manque », dit-elle. « Je me sens coupable de ne pas avoir pu la protéger, mais au moins, j'ai tenu ma promesse. J'ai raconté sa vraie histoire au monde. » Le médaillon de Marie-Antoinette est maintenant exposé au château de Versailles, dans une section spéciale, sous le titre « L'héritage de la dame d'honneur perdue ». Chaque jour, des milliers de personnes viennent, regardent ce petit médaillon en argent et lisent les pages cachées de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Amélie est-elle vraiment la réincarnation de Marguerite? Ou est-ce une coïncidence inexplicable? Peut-être que certains liens ne se brisent pas, même avec la mort. Peut-être qu'une loyauté traverse les siècles, pour toute chose. Et peut-être que le dernier secret de Marie-Antoinette a finalement trouvé la place qu'il méritait et a réussi à sensibiliser les gens à ce sujet.